Alors, pourquoi j'enregistre? Tout simplement parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui réservent des places et qui ne sont pas présentes, qui ne viennent pas, donc qui bloquent une place pour d'autres personnes qui auraient pu être intéressées. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, vous allez recevoir ce document-là à la fin du cours avec la correction complète, avec les explications, la méthodologie complète. Mais évidemment, seules les personnes présentes ce soir recevront ce document. Les autres ne le recevront pas. Donc, je vais vous expliquer ce soir. Donc, tout d'abord, merci à vous d'être présent ce soir. Merci à vous de vous intéresser à mon travail. Je vais vous expliquer un petit peu ce soir la méthodologie de la production orale d'Alphe C1. Ah, afficher, accepter. Alors, je vais rajouter. OK. Donc, Madagascar également. Ah bah oui, Frédéric, on se connaît. On s'est déjà vu hier soir. Donc, je vais vous expliquer la méthodologie donc, de la production orale de DALF C1, qui est Bonjour tout le monde. méthodologiquement parlant, bonsoir Frédéric, qui est méthodologiquement parlant différente de la production de B2. Les caractéristiques de la production orale de C1 sont très différentes. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer les conditions dans lesquelles vous devez vous préparer le jour de l'examen. Vous allez arriver donc le jour de l'examen devant les correcteurs. Ils vont vous fournir généralement deux sujets possibles, deux thèmes possibles. Vous choisissez celui que vous préférez, qui vous semble le plus accessible. Par exemple, j'ai une personne qui s'est présentée la semaine dernière ou il y a 15 jours à l'examen. Il m'a dit avoir eu deux sujets différents. Il y en avait un sur le respect de l'environnement et l'autre, c'était sur je ne sais plus quoi. Mais c'était donc deux sujets totalement différents. Donc, vous choisissez le sujet qui vous intéresse et là, on vous donne 1 heure pour vous préparer. Donc, vous avez généralement plusieurs documents qui vous sont donnés, des documents assez longs. Vous avez 2 ou 3 textes qui ont tous un thème commun. OK, Ségolène vient d'arriver. OK. Bonsoir. Donc 2 ou 3 textes, bonsoir Ségolène, qui ont tous un thème commun. Donc là, ce soir, nous allons travailler sur l'électronisme. On va voir ce qu'est l'électronisme. Et puis, donc, vous allez devoir préparer un monologue d'environ 8 à 10 minutes. Vous devrez parler pendant 8 à 10 minutes sur le sujet qu'on vous a posé, sur la question qu'on vous a posée. Et puis, à la fin de ces 8 ou 10 minutes, vous passerez à la deuxième partie où là, vous avez un débat avec les examinateurs. Ce débat va durer entre 15 et 20 minutes. Donc, ils ont changé les règles depuis quelque temps. Depuis 2-3 ans, ils ont changé les règles parce qu'avant, c'était 15 minutes de monologue, 15 minutes de débat. Vous deviez parler tout seul pendant 15 minutes et puis ils se sont rendus compte que les candidats avaient énormément de difficultés à parler pendant 15 minutes. C'était souvent très long. Et donc, ils ont réduit cette partie monologue à 8 à 10 minutes pour augmenter la partie débat. OK? Donc, voilà les conditions. Donc, vous avez 1 heure pour vous préparer. Et je vais vous expliquer ce soir ma méthodologie. Alors, ce n'est pas forcément ce que vous entendez chez les autres professeurs. Ce n'est pas forcément ce que vous lisez dans les manuels, mais c'est ce qui me semble, moi, être la meilleure méthodologie, la plus efficace, la plus adaptée et celle qui va vous faire gagner le plus de temps.
qui va vous permettre de gérer le temps. Alors, vous le remarquez, systématiquement, quand vous avez un document qui vous est fourni, au départ, vous avez un énoncé. D'accord? Ce que j'ai mis en rouge dans le sujet que je vous ai envoyé, donc c'est l'énoncé. OK? Ici, l'électronisme en France, un problème d'intérêt général. Point. Et puis ensuite, vous avez des textes. Beaucoup de professeurs vont vous dire, ou des manuels vont vous dire, premièrement, lisez les textes. Moi, je vous dis non. Ne lisez pas les textes. Pas au départ. Analysez l'énoncé. Réfléchissez à l'énoncé. Cherchez les mots-clés de l'énoncé. Alors, je crois qu'il est ouvert, ce document. Je vais regarder quand même. Je crois que c'est celui-là. Non, ça, c'est le C2. C'est pas celui-là. Voilà, le voilà. Alors, je vais, hop. Voilà. Et donc, je vais partager mon écran avec vous. Ce sera plus simple. Alors, voilà. Donc, le sujet, c'est l'électronisme en France, un problème d'intérêt général. Donc, vous remarquerez, j'ai surligné 3 mots. Le mot électronisme, évidemment, que vous devez être capable de comprendre et d'expliquer. Le mot France, parce que ça veut dire que vous allez devoir contextualiser le problème en France. Vous ne pourrez pas donner des exemples dans vos pays respectifs. Vous ne pourrez pas dire ce qui se passe en Belgique, en Roumanie, en Moldavie ou à Madagascar. Vous devrez expliquer comment ça se passe en France. Et puis, un problème d'intérêt général. Le mot général, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de personnes concernées. Et vous devez être capable d'expliquer qui sont ces personnes concernées. OK? Et vous avez un autre mot qui est extrêmement important, c'est le mot problème. Pourquoi? Parce que le sujet, l'énoncé, vous impose de parler des problèmes. Vous ne pouvez pas, par exemple, parler d'avantages, de points positifs, puisqu'on vous dit dès le départ que c'est un problème. Donc le plan assez classique que l'on trouve dans beaucoup de sujets, avantages, inconvénients, il est impossible ici. On est bien d'accord? OK, vous ne pouvez pas mettre un plan en place, avantages, inconvénients. Donc, généralement, quand le plan avantages, inconvénients ne fonctionne pas, vous avez un autre plan qui fonctionne presque tout le temps, c'est problème, conséquence, solution. OK? Donc, vous allez avoir 3 grandes parties, les problèmes, les conséquences, les solutions. Mais ici, on vous donne une information supplémentaire, c'est le mot général. Donc, ça veut dire, il faut que j'explique qui sont les personnes qui souffrent d'électronisme. Quelles sont les catégories sociales qui sont concernées par l'électronisme? Donc, mon plan, ça pourrait être qui sont les personnes concernées, quels sont les problèmes qu'elles rencontrent et éventuellement comment on peut les aider, quelles solutions on peut mettre en place. Donc, vous voyez, moi, j'ai cherché d'abord une problématique et un plan en fonction de l'énoncé qui m'a été donné. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais ouvrir un autre document. Imaginons que je vous dise le réchauffement climatique. OK? Je vous parle du réchauffement climatique et je dis point.
Là, l'énoncé, il est neutre. Mais vous imaginez bien que ça va être difficile de parler des avantages du réchauffement climatique. Ça va être difficile de parler des points positifs. Il n'y en a pas. Mis à part pour les personnes qui veulent passer l'été au bord de la mer, le réchauffement climatique, ce n'est pas très avantageux. OK? Donc ici, on va partir sur un sujet, problème, conséquence. Oh, j'arrive pas à écrire. Et solution. Donc ça va être mon plan. Et il faut que je trouve une problématique. C'est-à-dire, une problématique, c'est quoi? C'est une question que j'invente à partir du problème. Donc, vous allez devoir, à partir des mots réchauffement climatique, créer une question à laquelle vous allez répondre. Vous en avez plein des questions possibles. Par exemple, quelles sont les causes du réchauffement climatique? Comment lutter contre le réchauffement climatique? OK? Donc, vous avez plusieurs questions possibles. Donc, dès que ce que je vous conseille vraiment, c'est quand vous avez un sujet, première chose à faire, analyser le sujet. Deuxièmement, chercher une problématique. Troisièmement, chercher le plan qui va répondre à cette problématique. OK? Je vous donne un autre exemple pour vous compreniez mieux. Si je vous dis, l'énoncé, ça va être les voitures électriques la solution parfaite. Si je vous dis maintenant un autre sujet, les voitures électriques, que des bénéfices? Ou si je dois dire, les voitures électriques. Oh, mais j'arrive pas à écrire, ça m'énerve. Plus dangereuse qu'on ne le croit. Vous voyez que 3 sujets ne peuvent pas être développés de la même manière. Je ne peux pas faire le même plan pour les 3 questions, puisque le premier ne fait référence qu'au point positif. C'est-à-dire dans mon monologue, je ne devrais parler que des avantages. Si je parle des inconvénients, je suis hors sujet. Deuxième, que des bénéfices, point d'interrogation. Ça sous-entend qu'on peut répondre oui ou non. Dans ce cas-là, mon plan, ça va être avantage, inconvénient. Et dans la troisième, on me dit qu'elles sont dangereuses. J'ai plus le droit de parler des avantages. Je ne dois parler que des inconvénients des voitures électriques. Donc vous voyez, en fonction de la problématique que vous allez choisir, le plan sera différent. Donc vous devez vraiment lire les énoncés pour savoir, c'est pas celui-là, vous devez lire les énoncés pour savoir ce qu'on attend de vous. Est-ce qu'on vous demande de parler des avantages, des inconvénients ou des deux? Et une fois que vous savez exactement
ce que vous devez faire, là, vous lisez les textes. Parce que vous allez lire les textes de manière intelligente en sachant ce que vous cherchez. OK? Si vous lisez les textes sans savoir réellement les informations dont vous avez besoin, bah, vous lisez un petit peu dans le vide et il y a des choses que vous lisez qui ne vous intéressent pas. OK? Alors que quand vous savez, ah, je dois chercher les problèmes et les personnes concernées, bah, vous lisez les textes en cherchant les personnes concernées et les problèmes. C'est beaucoup plus facile de lire quelque chose quand on sait ce qu'on cherche. OK? Donc, je vous rappelle que selon moi, le plan le plus logique, c'est 1, j'analyse le sujet, l'énoncé. 2, je cherche une problématique et un plan. 3, je lis les textes. OK? En parlant des textes, une chose extrêmement importante, je ne sais plus si je l'ai mis sur son document, je crois que c'est clairement indiqué. Donc, je vous remets tout ça ici. Hein, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis, je ne sais plus si je l'ai mis ou pas. Dans tous les énoncés que l'on va vous mettre, on vous demandera systématiquement de ne pas vous limiter au texte. C'est-à-dire que les exemples, les arguments que vous allez développer doivent également être extraits de votre culture générale, de l'actualité, de ce que vous avez vu dans les journaux, de ce que vous avez entendu à la radio ou sur Internet. Vous devez être capable de donner des exemples précis et actualisés. D'ailleurs, quand vous regardez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur des sites Internet où ils proposent des sujets du DALF C1, vous remarquerez que ces sujets, très souvent, sont très anciens. Ils datent de 2012, 2014, 2015, 2016. D'ailleurs, je ne sais plus où je les ai mis, je les ai sortis l'autre fois, je ne sais plus, ah si, ils sont là. Il y a 2 manuels principaux qui sont recommandés pour le C1. Celui-là, que vous devez connaître, pour certains d'entre vous, et l'autre, c'est celui-là, l'ABC. OK? Bah, si vous regardez la date de publication de ces manuels et la date des textes qui sont proposés, ils ont tous, dans un livre, ils sont de 2011-2012, ça veut dire qu'ils ont 10 ans, et dans l'autre, ils sont de 2016, ça veut dire qu'ils ont 7 ans. C'est-à-dire que les documents qui vous sont fournis ont été écrits avant la crise sanitaire. Le Covid, ils ne connaissent pas. Les conséquences du Covid sur la société, etc., ils ne connaissent pas. Donc, évidemment, vous devez être capable, si on vous donne un sujet sur, par exemple, le télétravail, c'est un sujet qui tombe sans arrêt en ce moment, le télétravail. Bah, évidemment, vous devez être capable d'expliquer les conséquences de la Covid et de la crise sanitaire sur le télétravail. La crise sanitaire a totalement transformé le télétravail en France. Si vous vous limitez aux documents qui vous sont fournis, parfois, ils n'en parleront même pas. Ils ne savent même pas que la Covid a eu lieu. OK? Donc, il faut absolument que vous soyez capable d'actualiser, de donner des exemples précis. Imaginez, je vous donne un texte sur l'école, un sujet sur l'école.
les différentes méthodologies mises en place, les écrans à l'école, les téléphones portables à l'école, et que les informations qui sont données datent de 3, 4 ans, 5 ans. Ben, là encore, vous devez être capable de les actualiser. S'ils vous disent que le ministre de l'Éducation, c'est M. Blanquer, ben, vous devez être capable de dire ce n'est plus M. Blanquer, c'est M. Untel. OK? Donc, vous devez être capable de donner, plus vous donnerez des informations récentes, plus votre production sera valorisée et plus vous aurez de bonus. OK? Parce que ça apporte la preuve que vous vous intéressez non seulement à la langue française, mais à la société et à la culture française. Alors, je sais, pour les gens qui habitent en France, c'est beaucoup plus facile. Parce que bah, ils sont sur place, ils fréquentent des Français, ils vivent en communauté avec les Français. C'est beaucoup plus simple. Pour les personnes qui habitent à l'autre bout du monde, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Je le conçois tout à fait, c'est tout à fait normal. Mais vous êtes à un examen de C1. Un examen de C1, le A de DALF, c'est approfondi. Et vous devez connaître non seulement la langue, mais également la culture et la société. J'en parlais hier. Alors attendez, j'arrête un petit peu le partage parce que sinon je regarde là-bas alors que vous êtes là. Je suis un petit peu perdu avec les caméras parce que je ne vous vois plus ici. J'en parlais un petit peu hier avec Frédéric, qui est là ce soir. Il y a des personnes qui se présentent au DALF C1 qui n'ont aucune connaissance culturelle française. C'en est même grave parfois, les erreurs qui sont commises. J'ai des élèves à qui j'ai demandé, on avait un texte sur l'Alsace, la région Alsace. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, pour tous, la région Alsace, et je leur ai demandé quel était le pays le plus proche, pays étranger le plus proche de l'Alsace. Bon, j'espère que vous savez tous que c'est l'Allemagne, mais quand j'ai posé cette question, il y en a qui m'ont répondu que c'était l'Espagne. Il y a des gens, des candidats au C1 qui me disent, par exemple, vous écrivez une lettre, un courrier à, vous êtes parent d'élève et vous écrivez une lettre au directeur de l'école. Ça arrive très souvent, ce type de sujet. Bah, il y en a qui mettent que l'élève habite à Marseille et l'école est à Paris. Ça veut dire que le gamin, il fait 800 km le matin pour aller à l'école et 800 km le soir pour rentrer chez lui. Vous imaginez, c'est pas possible. Donc, un correcteur, quand il va voir ça, il va dire bah, cette personne elle parle peut-être français, mais elle n'a aucune connaissance de la France. Donc, vous devez, c'est important, être capable systématiquement de fournir des informations personnelles, récentes, actualisées. C'est essentiel. Ne vous limitez pas aux informations des documents. Si vous vous limitez aux informations des documents, vous n'aurez pas une bonne note. C'est clairement indiqué dans l'énoncé. Vous ne vous limiterez pas aux informations présentes dans les textes. Vous n'avez pas le droit de vous limiter à ça. OK? Alors, première partie, présentation terminée. On va partir maintenant sur le sujet en lui-même. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur l'organisation de l'examen, sur la méthodologie, etc., etc. Non? Tout le monde comprend? J'espère que tout le monde me comprend quand je parle. Tout le monde comprend parfaitement quand je parle. Il n'y a pas de souci de compréhension. D'accord, ok.
Vous me le dites, hein, sinon je parle un peu plus lentement, mais normalement C1, vous devriez y arriver. Si vous ne comprenez pas, c'est pas normal. Mais donc, deuxième partie, on va partir sur l'électronisme. Alors d'abord, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me donner une définition du mot électronisme? C'est quoi? Oui, vas-y, Philippe. C'est l'électrisme, mais sur le plan numérique. Alors, ça, c'est une partie de l'électronisme. Il y a en effet, c'est là qu'on voit général, il y a en effet des gens qui ne maîtrisent pas, qui ne savent pas utiliser les nouvelles technologies. D'accord? Ça, c'est une partie de l'électronisme. Quelle est l'autre partie de l'électronisme? Quelles sont les autres personnes concernées? Oui, Philippe? Ce sont ceux qui maîtrisent bien les appareils numériques, mais qui n'arrivent pas à les utiliser, par exemple, pour faire leur administration et pour utiliser les outils comme le traitement de texte, etc. OK. Alors, qui sont ces personnes concernées? Quelle est la génération la plus concernée par ça? Ce sont surtout les jeunes. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Les jeunes, vous demandez à un ado de 18 ans ou de 20 ans d'utiliser TikTok, Instagram ou WhatsApp, pas de problème. Ils sont bien meilleurs que nous. Mais aujourd'hui, vous demandez à un adolescent ou à un jeune de 18 ans, on a un gros problème en France avec ça, vous demandez à un ado de 18 ans de créer sur Word, par exemple, un CV, un curriculum vitae ou une lettre de motivation. Vous lui demandez de faire ça, il n'est pas capable de le faire. Deuxième chose, il a réussi à faire son CV, vous lui demandez de le transformer pour le mettre en format PDF. Il ne sait pas le faire. OK? Troisièmement, il a son document PDF, vous lui demandez de l'envoyer par mail. Il ne sait pas envoyer un mail. Il ne sait pas comment mettre les adresses, il ne savent pas faire des choses administratives. Ils utilisent Internet uniquement pour les réseaux sociaux. Le reste, ils ne savent pas faire. OK? Donc ça, en effet, c'est une autre partie. C'est notamment les jeunes qui n'utilisent qu'une partie des réseaux sociaux, la partie récréative des réseaux sociaux, sans utiliser la partie administrative et utile. Qui d'autre est concerné? Moi, par exemple, il y a encore 2-3 ans, j'étais concerné par l'électronisme. Pourquoi? Parce que je vis en... Oui, Philippe, vas-y. Parce que notre génération, si je puis dire, n'a pas grandi avec cette technologie et nous avons dû l'apprendre. Oui, mais bon, disons que moi, je savais utiliser cette technologie, mais malgré mes connaissances, je n'avais pas la possibilité de l'utiliser à 100%. Pourquoi? Non? Parce que je vis en campagne. Et en campagne, très souvent, on a une mauvaise connexion. Et même si on sait utiliser, on ne peut pas parce qu'on n'a pas Internet. Moi, dans mon village, la connexion Internet est catastrophique. Catastrophique. À tel point que, pour vous donner un ordre d'idée un petit peu, jusqu'à il y a un an et demi,
je ne pouvais pas avoir, même si ça ne m'intéresse pas, je ne l'ai toujours pas, mais je ne pouvais pas avoir Netflix. Je ne pouvais pas me connecter à Netflix, parce que ma connexion Internet n'était pas assez bonne. Dans le village à côté de chez moi, les gens ne peuvent même pas utiliser leur téléphone portable. Ils sont obligés de sortir de chez eux, d'aller sur la place de l'église à côté de l'église, qui est l'endroit le plus élevé du village, pour pouvoir téléphoner. Donc vous imaginez que ces gens-là, si on leur demande de télétravailler ou de faire de l'administratif à la maison, ils ne peuvent pas. Donc moi, j'ai trouvé la solution, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est l'Internet par satellite, avec Starlink, l'entreprise d'Elon Musk. Donc il propose de l'Internet par satellite et depuis, j'ai une très bonne connexion Internet. Mais mes voisins, ils n'ont toujours pas Internet ou de très mauvaise qualité. OK? Donc ça, c'est une autre partie de la population. La population qui a les connaissances, mais qui vit géographiquement, ils sont sanctionnés. Et puis, il y a une dernière génération de personnes, ce sont les personnes qui, malheureusement, n'ont pas les moyens financiers d'acheter un ordinateur, d'acheter une tablette, d'acheter du matériel de qualité pour pouvoir utiliser Internet. Il y a beaucoup de classes sociales qui, malheureusement, n'ont pas cette possibilité-là. On l'a vu, par exemple, pendant la crise sanitaire, avec l'école à la maison, beaucoup d'enfants se retrouvaient à être obligés de faire des cours sur des téléphones portables. Ou parfois, ils avaient un téléphone pour 2 ou 3 enfants. Donc, c'était chacun leur tour. Alors que d'autres enfants, à côté, avaient leur propre bureau, avec leur propre ordinateur, etc., etc. Donc, l'électronisme, ça concerne les personnes âgées qui n'ont jamais appris. Les jeunes qui n'utilisent qu'une partie. Les gens qui vivent à la campagne, qui ont une mauvaise qualité de connexion. Et voilà. Et les gens qui n'ont jamais appris, et il y a une dernière génération, une dernière partie, mais là c'est assez restreint, c'est les personnes qui ont peur des nouvelles technologies. Qui ont peur des nouvelles technologies, qui ne veulent pas les utiliser parce qu'ils ont l'impression d'être épiés, surveillés. Donc, ils ne veulent pas utiliser ces nouvelles technologies. Donc, tout ça, c'est l'électronisme. Et vous devez être capable de réfléchir, ben oui, mais cette situation d'électronisme, quelle est la conséquence au jour le jour, au quotidien? Qu'est-ce que ça a comme conséquence de ne pas utiliser les nouvelles technologies? Alors, par exemple, pour les personnes âgées, quelle est la conséquence pour les personnes âgées de ne pas utiliser les nouvelles technologies? N'ayez pas peur de parler, hein. Je ne vais pas vous manger, hein. Je ne vais pas vous gronder, même si vous vous trompez, hein, c'est pas grave, hein. Les personnes âgées, très souvent, se sentent totalement isolées. Elles sont très souvent isolées de leur propre famille. Vous savez, en France, alors je sais que Frédéric vit en France, Marceline, je ne sais pas, tu vis en France ou tu vis à Madagascar? Je vis en France. Tu vis en France aussi. OK. Oui. Donc, très souvent, en France, malheureusement, on a une situation familiale qui fait qu'on abandonne les personnes âgées. Il y a très peu de relations humaines entre les grands-parents et les enfants.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, on a un gros problème avec les EHPAD, les maisons de retraite, qui sont surchargées parce que les enfants, ils ne veulent pas de leur pour parler vulgairement, ils ne veulent pas des vieux. Qu'ils se débrouillent, on les met dans les maisons de retraite et ils se débrouillent. On les abandonne dans les maisons de retraite. Donc, ces personnes, très souvent, leur seul lien avec les enfants, avec les petits-enfants, c'est Internet, parce que les enfants ne viennent jamais les voir. Et donc, ce lien social, il est coupé. Et ils se sentent encore plus abandonnés. Ça, c'est la première conséquence pour les personnes âgées. Deuxième conséquence, c'est la partie administrative. Aujourd'hui, tout se fait par Internet en France. Payer les impôts, gérer un compte bancaire, prendre un rendez-vous chez un médecin, etc., etc. Acheter un billet de train, tout se fait par Internet. Comment font-elles ces personnes âgées? Comment font-elles pour le quotidien, pour les choses quotidiennes? Elles ont énormément de difficultés. Okay, donc, elles sont un petit peu abandonnées, exclues de la société. Donc, ça, c'est les personnes âgées. Que se passe-t-il pour les personnes qui, comme moi, vivent à la campagne? Quelles sont les conséquences pour elles? Oui, vas-y, Philippe. Oui, même s'ils maîtrisent la technologie et qu'ils sont capables, par exemple, qu'ils seraient capables de faire leurs administrations en ligne, ils n'y arrivent pas, faute de connexion. Alors, en effet, gros problème administratif également. Ils n'arrivent pas à faire l'administratif. On a un autre problème qui c'est, alors bon, on entre dans un autre sujet. On a un gros problème en France qui s'appelle, comment dire, je trouve plus le terme. C'est-à-dire qu'on a des zones où on est en pénurie de médecins. D'accord? Les zones de campagne notamment, on n'a pas de médecins. Et on a de plus en plus de problèmes de personnes qui, faute d'accès à Internet, ne peuvent plus prendre de rendez-vous chez les médecins et ne se soignent plus. Ou quand ils se soignent, souvent, malheureusement, c'est trop tard. C'est vraiment la maladie a pris le dessus et ça devient compliqué. Donc, on a un gros problème avec l'accès aux soins, l'accès à la médecine. On a évidemment un problème d'accès au travail. Aujourd'hui, de très nombreuses entreprises ont mis en place le télétravail. Comment voulez-vous télétravailler si vous n'avez pas Internet à la maison? Ou comment voulez-vous télétravailler même si vous avez Internet? L'Internet, il est très mauvais. Donc, vous imaginez bien que si le mari travaille, la mère travaille, et il y a 1 ou 2 enfants à la maison qui veulent utiliser Internet pour les jeux vidéo, etc., ça saute. 3 personnes ne peuvent pas utiliser Internet en même temps. OK? Donc, ces personnes, ils ont des gros problèmes par rapport à ça également. L'accès à la médecine, l'accès à l'administratif et l'aspect au travail en lui-même. Et j'allais dire même l'accès aux loisirs. L'accès aux loisirs. Regardez aujourd'hui les plateformes de cinéma en ligne. Netflix, Amazon Prime et les autres là. Tout le monde utilise ça, mais il y en a qui n'ont pas accès. Ou Disney Channel ou les autres. Il y en a qui n'ont pas accès parce que la connexion n'est pas bonne. Okay? Donc l'accès aux loisirs n'est pas accessible non plus.
Donc, vous voyez toutes les conséquences que l'électronisme peuvent avoir sur le quotidien de ces personnes. Et puis, on a vu qui est concerné, première partie, qui est concerné. On a vu les conséquences de ce problème. Maintenant, on doit trouver des solutions. Comment on peut faire pour aider ces personnes? J'attends vos solutions. Alors, attention, oui, j'en parle tout de suite, ça évitera des problèmes. Les solutions, vous ne devez surtout pas confondre solution et conclusion. Ce sont deux parties différentes dans votre production orale. Okay? Quand on vous demande de trouver des solutions, ce ne sont pas vos solutions, à vous. C'est-à-dire que quand on vous demande de développer les solutions, on ne demande pas les solutions de Marceline, de Frédéric, de Ségolène, de Dana ou de Angela. On demande les solutions que peut proposer la société. Alors, à partir du moment où on vous demande les solutions, vous devez trouver quelles sont les personnes qui peuvent apporter des solutions. L'État, évidemment. L'État peut apporter des solutions. Vous avez également, pour les enfants, par exemple, l'école qui peut apporter des solutions. On a vu que certaines personnes ne savaient pas utiliser Internet. Aujourd'hui, l'école en France a décidé de mettre en place une formation aux nouvelles technologies. Mais de nouvelles technologies, pas WhatsApp ou TikTok, mais nouvelles technologies administratives, Word, Excel, PowerPoint, etc., etc. L'administratif, envoyer un mail, répondre à un questionnaire. Je vous donnerai un exemple. Je ne sais pas si je vais retrouver rapidement. Hop. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur des documents. Voilà, OK. Alors, je vais repartager mon écran avec vous. Voilà. Alors, vous voyez que ça, c'est une vieille pub, enfin vieille. C'est la formation qui a lieu en même temps, en ce moment, pour les C1. Je vous pose deux questions comme ça, très simples. Cette formation est-elle gratuite? Vous regardez la fiche, la formation sur la fiche est-elle gratuite? Oui ou non? C'est gratuit ou c'est pas gratuit? Forcément non. Bah non, forcément non. Vous allez me dire, bah oui, c'est évident, ça coûte 250 €. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai des dizaines de personnes qui me disent, j'ai vu la fiche, est-ce que c'est gratuit? J'en ai des dizaines de personnes qui m'appellent en me disant, ah, c'est gratuit, je veux m'inscrire. OK? Donc, vous voyez, les gens, très souvent, ne savent pas lire une information, ne savent pas lire
un document, ne savent pas remplir. Vous voyez, le questionnaire que je vous ai envoyé, que vous avez rempli pour participer à cette formation. À la fin, j'ai mis « J'accepte », vous acceptez que cette formation soit enregistrée, etc., etc. OK? Il y a des personnes qui me disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était enregistré. » J'ai dit « Vous avez coché ». Ah bah oui, mais j'ai coché sans lire. Ah oui, là c'est autre chose. Il fallait cocher, j'ai pas lu. Donc là, évidemment, c'est un autre problème. OK? Mais vous voyez, il y a énormément de problèmes comme ça. Donc aujourd'hui, en France, depuis cette année, je crois, depuis le mois de septembre, à l'école, les profs ont l'obligation de former leurs élèves à l'administratif. Lire un document, trouver des informations sur un document, écrire un mail, etc., etc. Donc ça, c'est une première solution que l'école peut apporter. Une deuxième solution peut être apportée par les collectivités régionales, territoriales, c'est le développement d'Internet. Parce que le développement d'Internet en France, ce n'est pas l'État qui décide. C'est le maire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la fibre dans un village et ne rien avoir dans le village d'à côté. Parce que c'est le maire qui décide en fonction de ses priorités. Moi, j'ai la malchance de vivre dans un village où la moyenne d'âge, ça doit être 65 ou 70 ans. Donc, les vieux, Internet, ils s'en foutent. Donc, ce n'est pas une priorité. Donc, je n'ai pas la fibre dans mon village. OK? Donc, une autre solution, ce sont les maires qui peuvent l'apporter en développant Internet pour que tout le monde y ait accès. Autre solution, là, c'est l'État qui peut le mettre en place, c'est aider financièrement les familles les plus défavorisées en fournissant du matériel, un matériel minimum, une tablette, un petit ordinateur, etc., pour avoir accès à Internet ou payer la connexion Internet de ces personnes qui, parfois, c'est 15-20 € par mois, mais pour beaucoup de familles, 15-20 € par mois, c'est énorme. C'est énorme. Elles ne peuvent pas payer 15 ou 20 € par mois. Donc, là, c'est l'État. Donc, vous voyez, quand on vous parle de solutions, vous devez trouver toujours les solutions que peuvent apporter les personnes concernées. Jamais vos solutions. On ne vous demande pas ce que vous feriez. Donc là, nouvelle technologie, comment lutter contre l'électronisme? L'école peut lutter contre l'électronisme, l'État peut lutter contre l'électronisme, les collectivités peuvent lutter contre l'électronisme, la mairie, etc., etc. Donc, tout le monde, de son côté, peut intervenir et agir pour lutter contre l'électronisme. OK? Et une fois que vous avez trouvé les solutions, là, vous passez dans la conclusion, où là, vous allez donner votre expérience à vous, votre point de vue. Est-ce que vous êtes concerné par l'électronisme? Est-ce que vous-même, vous rencontrez des difficultés? Ou est-ce que vous connaissez des gens qui rencontrent des difficultés? Pourquoi? Parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce que, etc., etc. Quelles sont les conséquences sur leur quotidien? Là, vous parlez de vous. Mais c'est uniquement dans la conclusion, jamais avant. Donc, pour faire clair, pour être clair, pendant toute votre production orale, je ne veux pas entendre le mot « je » avant la conclusion. C'est seulement à partir de la conclusion que vous allez dire « je ». Introduction, développement, les trois parties du développement, problème, conséquence, solution. Je ne veux jamais entendre « je ».
Je veux entendre uniquement les sujets des phrases vont être tout simplement les personnes concernées. Les personnes âgées ne peuvent pas, les jeunes ne peuvent pas, les personnes vivant à la campagne ne peuvent pas, etc. Ça va être ça, vos sujets, les sujets de vos phrases. Vous n'allez pas dire « je pense que les personnes âgées, non ». C'est les personnes âgées rencontrent des difficultés parce que. Les jeunes rencontrent des difficultés parce que. Pour aider les jeunes, il faudrait que l'État fasse ceci. Vous n'allez pas dire « pour aider les jeunes, je pense qu'il faudrait faire ceci ». Non, on ne vous demande pas ce que vous pensez. On vous demande de parler de ceux qui peuvent réellement faire quelque chose. Vous n'avez pas le pouvoir de faire quelque chose. Il faut que vous parliez de ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose. OK? Alors, au niveau du temps, l'introduction, alors moi je vais partager l'écran avec vous, je vais vous montrer un petit peu tout l'écran, hop, partagé. De toute façon, vous aurez le document hein, qui va arriver. Donc, vous avez toutes les différentes étapes de votre travail. Et puis, vous avez donc la problématique, la contextualisation. Alors, par exemple, alors d'abord, vous vous présentez, évidemment. Vous arrivez devant les correcteurs au bout d'une heure, ça fait 1 heure que vous vous êtes préparé. Vous arrivez devant les correcteurs, les examinateurs, vous dites bonjour, déjà. Ne dites pas salut, salut les mecs ou salut les filles, ça ne va pas le faire. OK? Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle, vous dites votre prénom, éventuellement vous dites votre nationalité. La nationalité n'a un avantage ou n'a un intérêt que dans un cas. C'est par exemple si vous vous présentez dans un autre pays que le vôtre. Une personne, comme c'est le cas de 2 d'entre vous, une personne qui est malgache et qui se présente en France, ça peut être intéressant de le dire. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Nicolas, je suis russe. OK? Et je vais vous présenter ma production orale sur le sujet. Mais ça, c'est uniquement si vous vous présentez dans un autre pays que le vôtre. Un Brésilien qui se présente à Brasilia, ça n'a aucun intérêt qu'il le dise, qu'il est brésilien. D'accord? Un Chinois qui se présente à Pékin, ça n'a aucun intérêt qu'il le dise. OK? Donc, ne le dites que si vous vous présentez dans un autre pays que le vôtre. Ensuite, donc, vous expliquez que vous allez présenter votre production orale et vous pouvez essayer de contextualiser. Donc, vous voyez, une petite phrase qui va expliquer l'importance du sujet en 2023. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'accéder à un service sans Internet. Pourtant, de nombreuses personnes, environ 20% des Français, pour des raisons diverses, n'ont pas accès à ces services. OK? Donc, vous voyez, je vous en ai mis plusieurs possibles. Vous pouviez parler également de la partie administrative et de la dématérialisation des services, dont parle le texte 1. Vous ne pouviez pas utiliser la crise sanitaire, la généralisation du travail en ligne. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez utiliser comme point de départ pour montrer l'importance de l'électronisme. Et ensuite, vous présentez une problématique. Comment est-il possible de résoudre les difficultés rencontrées par de nombreux Français avec l'utilisation des nouvelles technologies? Problématique, le plan. Afin de répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps quelles sont les personnes concernées, puis dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux conséquences négatives au quotidien, et enfin, nous proposerons quelques solutions
qui pourrait permettre à l'ensemble des Français de s'adapter à ce nouveau monde numérique. Donc, vous voyez, contextualisation, problématique, plan, qui va permettre de répondre à la problématique. Au niveau du plan, j'insiste sur plusieurs choses. Vous voyez, en orange, c'est le lien entre la problématique et le plan. Ça me permet de faire le lien entre les deux. En bleu, c'est la présentation du plan. Vous remarquerez que j'utilise systématiquement 3 verbes différents: voir, s'intéresser, proposer, et que ces 3 verbes sont conjugués au futur. Et toujours avec nous. Jamais je. Nous. Donc, je préfère que vous utilisiez le futur simple que le futur proche. Donc, je ne sais pas si vous savez la différence entre les deux. Le futur simple, c'est nous verrons. Le futur proche, c'est nous allons voir. OK? Nous nous intéresserons, futur simple. Nous allons nous intéresser, futur proche. Je préfère que vous utilisiez le futur simple parce qu'il est un petit peu plus dur techniquement et le fait de le maîtriser vous apportera des points. D'accord? Ce sera valorisé. Et puis, troisième élément, vous remarquerez les connecteurs. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, enfin, qui me permettent de montrer l'évolution de mon argumentation. Alors là, je vous ai mis les informations présentes dans les textes. Et donc, le plan, les personnes concernées, les personnes qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies, les personnes qui manquent de moyens financiers, les zones blanches, c'est-à-dire l'électronisme géographique. Les conséquences, exclusion sociale, exclusion sanitaire, exclusion professionnelle. Et les solutions, formation, un service minimum local pour les personnes dépendantes et le développement du réseau Internet. Donc, vous voyez, voilà quel va être le plan de votre développement. Vous allez partir dans cet ordre-là, toujours dans cet ordre-là. Vous présentez tout d'abord toutes les personnes concernées en utilisant à chaque coup des connecteurs entre chaque élément. Les personnes qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies, notamment les jeunes, sont particulièrement concernées par l'électronisme parce qu'ils ne maîtrisent que des applications ou des plateformes comme TikTok, etc. Mais dès qu'on leur demande d'utiliser des ressources plus administratives, ils ne savent pas le faire. Donc ça, j'ai développé cette partie-là. Et maintenant, je dois passer à la deuxième. Mais pour relier la première et la deuxième, il faut que j'utilise un connecteur. Quels sont les connecteurs qui permettent de relier des éléments les uns aux autres? C'est-à-dire d'ajouter un élément à un premier. Quels sont les connecteurs que vous connaissez? Quels sont les connecteurs d'addition? Il y en a beaucoup, hein? Oui. De plus, De plus, en voilà un. en outre, En outre. Alors attention, hein, il y en a beaucoup qui font la faute. C'est en outre avec un O. C'est pas en outre avec un A. C'est en outre avec un O. Encore. De même, d'ailleurs. De même, par ailleurs, également,
Donc, vous voyez, vous en avez beaucoup. En revanche, Non, en revanche, exprime l'opposition. En revanche, permet d'exprimer l'opposition et pas l'addition. Addition, c'est on rajoute un élément supplémentaire, mais qui a la même idée. On développe la même idée, la même opinion. OK? Donc, cela permet d'additionner, donc de rajouter une information supplémentaire dans le même sens. Donc là, hop, voilà. Donc, entre le premier et le deuxième, bah, je vais mettre de plus, en outre ou de même. Même chose entre le deuxième et le troisième. Donc, systématiquement, entre tous les arguments, je vais utiliser des connecteurs. OK? Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, ce document. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Attendez, j'arrête le partage 30 secondes. Le temps que je cherche. Je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite. Ouais, c'est le là. Je repartage mon écran avec vous. Hop, tout l'écran, partagé, partagé. Et donc, vous voyez, imaginons que vous ayez votre plan problème, conséquence, solution. Eh bien, vous devez systématiquement travailler dans cet ordre-là. Je présente le problème 1 et vous suivez les flèches. Une fois que j'ai proposé le problème 1, bah, je mets un connecteur d'addition et je présente le problème 2. Je passe au problème 3 en utilisant de nouveau un connecteur d'addition. Une fois que j'ai fini de présenter mes 3 problèmes, je remonte au niveau des conséquences et je parle de la conséquence 1 en utilisant un connecteur d'opposition ou de concession ou de conséquence en fonction des sujets. Okay, et je repars, argument 1 plus connecteur d'addition, argument 2 plus connecteur d'addition, et je repars sur un connecteur de solution. Donc, vous voyez, vous devez toujours travailler comme ça, sous cette forme-là. Vous ne devez jamais travailler sous une forme horizontale. Vous ne devez pas présenter problème 1 qui a conséquence 1 qui a solution 1. Puis problème 2 qui a, etc., etc. Vous ne devez pas travailler de manière horizontale, vous devez travailler de manière verticale. C'est ce que moi j'appelle donc la logique verticale de l'argumentation. C'est celle que vous devez utiliser pour vos plans de DELF et de DALF. OK? Donc, on est ici, on a présenté toutes les personnes concernées. Maintenant, on présente toutes les conséquences avec à chaque coup un connecteur entre chaque. Exclusion sociale, de plus, exclusion sanitaire, en outre, exclusion professionnelle. Solution, c'est pourquoi il faudrait meilleure solution. De plus, service minimum. Enfin, développement réseau social. Vous voyez, systématiquement, entre chaque élément, je dois avoir un connecteur. Si vous utilisez les connecteurs, je crois que pour le C1, sur la grille d'évaluation, ça représente jusqu'à 3 points, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3 points sur la grille d'évaluation. Donc, 3 points sur 25 quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. 3 points d'assuré parce que vous utilisez des connecteurs. Donc, c'est vraiment très, très important. Et donc, après, conclusion, vous donnez votre avis, votre expérience personnelle, et vous faites une ouverture possible. Par exemple, les cours en ligne. Par exemple, la remise en cause des nouvelles technologies à l'école, dans certains pays.
Par exemple, les dangers des écrans en général. Donc, ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous posez une question. Nous pouvons donc nous demander, nous pouvons également, ou nous pourrions également nous demander si il ne faudrait pas revoir l'utilisation systématique des écrans à l'école, qui peuvent représenter un danger pour les enfants, un danger sanitaire, un danger psychologique, etc., etc. Donc, vous posez juste une question, mais vous n'y répondez pas. Vous montrez, vous démontrez aux examinateurs que vous avez réfléchi au-delà du sujet du départ et que vous seriez capable de parler d'un autre sujet plus général. OK? Donc, voilà, en gros, évidemment, je ne peux pas tout développer en 1 heure et demie, mais voilà, en gros, les éléments, on va dire les étapes, les différentes étapes de votre travail pour préparer, pour présenter une production orale de DALF C1. Alors, j'insiste sur la partie méthodologie. Elle est essentielle. Si vous respectez la méthodologie, si vous mettez bien les différents éléments dans l'introduction, si vous mettez bien, vous organisez bien votre plan, si vous avez bien une conclusion où vous donnez votre opinion, si vous êtes logique dans votre argumentation et que vous respectez la méthodologie, vous êtes sûr d'avoir la moyenne. Vous êtes certain d'avoir la moyenne. Puisque sur la grille d'évaluation, la partie méthodologique rapporte plus de points que la partie linguistique. Donc évidemment, j'allais dire, si vous n'êtes pas capable de lire une phrase sans faire 3 fautes, ça va poser problème. OK? Mais je peux vous assurer que en 6 ans, 7 ans que je prépare pour le DALF et le DELF, 2 élèves ont raté le C1. Parce qu'ils n'ont pas respecté la méthodologie. J'ai des élèves qui avaient un niveau linguistique de base faible, mais qui ont réussi le C1 parce qu'ils ont respecté la méthodologie. Ils n'ont pas eu une note extraordinaire, mais ils l'ont eu. OK? Mais si vous ne respectez pas la méthodologie, vous ne pouvez pas avoir la moyenne. Si vous êtes hors sujet, vous ne pouvez pas avoir la moyenne. Si on vous demande, par exemple, de parler des avantages de la voiture électrique et que vous parlez des inconvénients, vous êtes hors sujet, vous ne pouvez pas avoir la moyenne. Même chose à l'écrit. Hein. C'est exactement la même chose à l'écrit. Si vous ne respectez pas la méthodologie, si vous ne lisez pas les énoncés, que vous n'analysez pas les énoncés, vous ne pouvez pas avoir la moyenne. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette production orale de DALF C1. Alors la production orale, bah, ce n'est que 25% des points. Il y a 3 autres épreuves à passer. Il y a l'épreuve écrite, qui est malheureusement difficile. Il y a 2 épreuves en une. Hein. Il y a la synthèse et l'essai argumenté. La synthèse, techniquement, c'est difficile. Méthodologiquement, c'est très difficile la synthèse. Il y a plein de règles à respecter. C'est compliqué. Mais la synthèse, on va dire, c'est 13 points. 13 points pour la synthèse, 12 points pour l'essai. Donc, même si vous ne maîtrisez pas la synthèse, vous pouvez vous rattraper sur l'essai. Parce que l'essai argumenté, c'est à peu près la même chose qu'au B2. Une lettre formelle, un courrier dans un forum, un article de journal en 250 mots. Ce sont les mêmes règles que pour le B2. Donc, ce n'est pas extrêmement difficile. Mais c'est la synthèse qui pose problème.
La compréhension peut être perturbante. La compréhension, il faut vraiment faire attention aux questions qui vous sont posées. Ce sont souvent des questions pièges. Ce sont vraiment des questions pièges où on va rajouter une petite négation pour voir si vous l'avez compris. On va mettre un pluriel pour voir si vous avez vu qu'on vous demandait plusieurs réponses. Et il faut toujours respecter les règles. Si par exemple, je vous demande quelles sont les 2 conséquences du réchauffement climatique dans le texte et que vous m'en donnez 3, vous aurez 0 à la question. On vous en demande 2, on ne vous en demande pas 3. Si vous en donnez 3, même si les 2 bonnes elles sont dedans, vous aurez 0. Vous devez répondre à la question. Une question, je vous donne un exemple, une anecdote assez. La question, c'était les 2 personnes interrogées dans le texte sont-elles d'accord l'une avec l'autre? C'est une question, alors je ne sais pas si vous connaissez la différence, question ouverte ou question fermée? Les 2 personnes sont-elles d'accord l'une avec l'autre? C'est une question fermée. Question fermée. Question fermée, on peut répondre oui ou non. D'accord? Et on peut répondre par oui ou par non, c'est une question fermée. Donc, forcément, une question fermée, on attend une réponse. C'est-à-dire que dans la réponse, il doit y avoir oui ou non. Si vous me donnez dans votre réponse, la personne A pense ceci, c'est parce qu'on vous demande. On ne vous demande pas ce qu'elle pense, on vous demande si elle est d'accord avec l'autre. Si vous répondez à côté de la question, si vous répondez autre chose que ce qu'on vous demande, vous avez 0. Donc, à une question fermée, il faut toujours qu'il y ait le mot oui ou le mot non. Imaginez que je vous pose la question « Est-ce que tu as faim ?» et que vous me répondez « J'ai soif ». Je veux dire, c'est pas ce que je te demande. Je te demande pas si tu as soif, je te demande si tu as faim. Ben, ouais. C'est le type d'erreur en C1, en compréhension, qui peut vous valoir une très mauvaise note. Parce que ce que vous dites, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Okay, vous devez bien lire les questions pour répondre à ces questions et pas développer autre chose. Et souvent, les textes du C1, notamment pour la compréhension écrite, sont assez difficiles d'accès. C'est-à-dire que ce sont souvent des textes économiques, sociaux, philosophiques, sur des sujets qui peuvent être compliqués. La pensée, la politique, les idées, l'idéologie, etc., etc. Donc, ce sont des textes un peu difficiles d'accès, et donc il faut vraiment les lire attentivement. OK? Alors, j'allais dire pour la préparation, pour votre préparation pour le C1. Je ne sais pas si vous vous préparez particulièrement pour le C1 tous, puisque la semaine dernière, il y en a quelques-uns d'entre vous qui étiez déjà là la semaine dernière pour le B2. Donc, je ne sais pas si vous vous préparez réellement pour le B2 ou pour le C1. Mais le problème pour une préparation individuelle, personnelle, se préparer tout seul, le gros problème, c'est l'évaluation. C'est très difficile de s'évaluer. On peut s'évaluer sur une compréhension, si on a la réponse. J'écoute le texte, je réponds à la question, je vérifie si ma réponse elle est bonne, et puis je recommence. On peut le faire. Sur une compréhension écrite, pareil, on peut s'évaluer. Si on a la réponse, on peut comparer. C'est assez facile. Mais sur une production écrite ou orale, si vous n'avez personne pour vous corriger, si vous n'avez personne pour vous dire « Ah oui, tu parles très bien, tu le fais bien, etc. » ou « Oui, tu écris très bien, il n'y a pas de faute, la méthodologie est respectée, il n'y a pas de problème »,
c'est difficile de savoir si vous avez compris ou pas. Donc, malheureusement, une préparation individuelle, chez soi, tout seul, vous ne pouvez réellement travailler que la moitié de la partie compréhension. La partie production, c'est très difficile de s'auto-évaluer. Sauf si vous avez quelqu'un qui peut vous corriger. Donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver quelqu'un pour vous aider. Alors, ça peut être un prof sur place, quelqu'un que vous connaissez, ou un autre étudiant, ou quelqu'un que vous connaissez qui maîtrise bien la langue et à qui vous pouvez demander son opinion. Ou sinon, il faut prendre des cours ou individuels ou des cours collectifs. OK? Alors après, bien sûr, il y a l'aspect financier qui joue. C'est évident que des cours collectifs, c'est moins cher que des cours individuels, mais ce n'est pas la même qualité de présentation non plus. Donc là, moi, je vous parle rapidement des formations que je propose. J'en propose une pour le B2, mais elle n'est pas comme celle-là, comme celle qu'on a fait ce soir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours en direct pour le B2. Ce sont des cours qui sont préenregistrés, qui sont sur Classroom, et donc les gens accèdent aux informations. C'est-à-dire, je mets une formation par semaine. Toutes les semaines, ils savent qu'ils doivent faire ça, 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 ça. Ils ont la correction, ils ont l'autocorrection, et de temps en temps, ils peuvent m'envoyer des sujets à corriger pour que je puisse me faire une idée et leur donner mon avis. Donc ça, c'est pour le B2. Par contre, C1, C2, je propose systématiquement des formations comme celle-là, où on travaille pendant 1h30, 2 fois par semaine, en groupe. Et après le cours, les élèves m'envoient leur production, qu'elle soit écrite ou orale, pour que je la corrige de manière individuelle. Donc là, je renvoie ensuite la correction avec tous les commentaires pour que d'une copie sur l'autre, ils puissent s'améliorer. OK? Mais là encore, et c'est ça le problème de certains de mes élèves, c'est qu'ils ont peur. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont peur. Et là, je vois bien ce soir, beaucoup d'entre vous, vous avez peur de parler. Vous avez peur de parler en public, vous avez peur de parler, de faire des fautes, de vous tromper. Mais quand on fait une formation comme ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut accepter l'erreur. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on se trompe. Moi aussi, j'apprends tous les jours. Et il faut se dire, bon, je sais que je vais me tromper, je sais que je vais faire des erreurs, mais c'est pas grave. Le prof, il va les voir, ces erreurs, il va me les corriger, et la prochaine fois, je ne les ferai plus. Ça va me permettre, moi, de m'améliorer. Mais une formation comme ça, ça exige de l'investissement personnel, du temps, du travail. Ce n'est pas parce que vous assistez à des cours comme ça que vous allez apprendre à faire une production orale. Pour apprendre à faire une production orale, il faut en faire soi-même. Il faut oser parler, il faut oser se regarder dans une caméra et se dire, est-ce que je suis capable de le faire? Si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Il ne faut pas arriver le jour de l'examen en n'ayant jamais fait de production orale. Vous allez partir à la catastrophe parce que ça va être la panique complète. OK? Donc, maintenant, à vous de voir. Moi, là, je propose une formation C1 ça m'énerve, c'est ce message que je reçois sans arrêt. Là. Je ne sais pas qui c'est qui m'appelle, mais non, ça n'arrête pas. Donc, la prochaine formation que je propose commence le 28 novembre ou 27 novembre. J'en propose. Alors, il y a 3 groupes différents parce qu'en fait, j'ai des élèves un petit peu du monde entier. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui habitent en Europe, les horaires, ils ne changent pas à 1 ou 2 heures près. Même pour l'Afrique, les horaires à 1 ou 2 heures près, c'est la même chose. Donc, quand je propose 6 heures du soir en France, que l'on soit en Europe ou en Afrique, c'est à peu près la même chose. Mais pour les gens qui habitent aux États-Unis ou en Amérique latine, il y a 7-8 heures de décalage, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans la matinée.
Et les gens qui sont en Asie, eux, ils sont en pleine nuit. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai fait 3 groupes pour le mois de novembre. Un groupe qui a lieu dans ces heures-là, 8 heures, de 8 heures à 9h30. Et puis, un groupe qui a lieu l'après-midi, en début d'après-midi, c'est plutôt pour ceux qui sont en Asie. Et un groupe qui a lieu en pleine nuit. Je ferai mon cours, moi, de 3h à 4h30 du matin, pour les gens qui sont, eux, aux États-Unis ou en Amérique latine. Donc, voilà les 3 groupes de C1 que je vais proposer à partir du mois de novembre, du 28 novembre. La formation coûte, elle, 250 €. 250 €. Et vous pouvez y accéder directement sur mon site internet. Donc, je vous montre. Ah ben non, là, je partage pas. Faut peut-être que je partage, sinon vous verrez rien. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Hop, tout l'écran, partager, partager. Hop. Français, voilà. Voilà. Donc, vous allez sur mon site internet qui s'appelle apprendre le français avec bruno.fr, tout attaché, sans cédille français, donc un C normal, apprendre le français avec bruno.fr. Vous allez dans la partie formation. Et donc là, vous avez l'ensemble des formations, donc celle de B2 dont je vous ai parlé, qui est à 120 €. Elle est moins chère parce que forcément, il n'y a pas de cours en direct. Donc, c'est plus facile pour moi de gérer. Et puis, vous avez ensuite tous les autres services, donc les cours individuels, le groupe C1 Europe, le groupe C1 Amérique et le groupe C1 Asie. Et donc, les 2 groupes C2 et les groupes grammaire. Les 2 groupes grammaire qui existent également, une remise à niveau en grammaire. Toutes ces formations sont au même prix à 250 €, sauf donc le B2 qui est à 120. Donc voilà, arrêtez le partage. Donc voilà les services que je propose. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein. Non? Vous avez tout compris? C'est bien. Oui, c'est bien compris et merci bien, Bruno. Je vois qu'il y a. Alors, oui, je disais, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, mais je disais que Frédéric, j'étais déjà avec lui hier soir, parce que si certains me suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu qu'il y a 3 semaines, 15 jours ou 3 semaines, j'ai proposé un petit concours. J'offrais un cours gratuit à une personne, et c'est Frédéric qui l'a gagné. Donc, c'est pour ça que j'étais avec lui hier soir pour le cours gratuit. Donc, voilà pourquoi j'étais en direct avec Frédéric hier soir. On se connaissait un petit peu. Des questions, non? Non? Bah, dans ce cas-là, je vous souhaite bon courage pour vos préparations, pour votre travail. Franchement, s'il y a un mot important, c'est régularité. Régularité, travailler tous les jours. Je ne vous dis pas de travailler 4 heures tous les jours. Évidemment, personne ne peut travailler 4 heures, sauf si vous ne faites rien, mais personne ne peut travailler 4 heures tous les jours. Mais essayez de travailler un petit peu tous les jours. Écoutez tous les jours du français. Lisez tous les jours du français. OK? Pour le C1, vous avez un site qui est très bien. Malheureusement, vous savez, pour les journaux, aujourd'hui, c'est très difficile parce que vous alliez sur Le Monde ou sur les autres, ils vous proposent 10% de l'article et ils vous disent si vous voulez les lire à la suite, il faut payer. Il faut vous abonner au site pour avoir l'intégralité de l'article. Il y a un site
qui proposent des articles totalement gratuitement et qui sont de très bonne qualité. Donc, je vous le montre rapidement. Ça s'appelle The Conversation. Donc, ne vous fiez pas à son titre en anglais. Donc, ce site-là est très, très bien parce qu'en fait, il n'est pas écrit par des journalistes, mais il est écrit par des professeurs d'université. Donc, ce sont des professeurs d'université qui écrivent des articles sur la société en général. Et vous avez systématiquement, donc vous voyez la petite loupe en haut, là, avec rechercher. Si par exemple, je fais le thème éducation et que je clique, bah, il va me donner tous les articles écrits sur l'éducation. Par exemple, enseigner en France, en Espagne ou au Royaume-Uni, un bien-être professionnel qui se dégrade. Donc les conditions de travail. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, ça y est. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai l'ensemble de l'article qui apparaît. Ça me permet, moi, de lire. Et si je peux vous donner un conseil, lisez, entre parenthèses, intelligemment. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de lire. Cherchez les mots que vous ne comprenez pas. Allez dans un dictionnaire pour chercher les mots ou les expressions que vous ne connaissez pas. Repérez les informations culturelles qui peuvent vous être utiles. Parce que ce sont des arguments que vous pourrez réutiliser dans vos productions orales. L'idée qui est développée dans l'article, vous pouvez très bien vous en servir pour vos productions orales ou pour vos essais argumentés. Donc, lisez toujours de manière intelligente. Ne vous contentez pas de lire, mais utilisez les informations présentes pour enrichir votre culture et enrichir votre lexique, votre richesse lexicale. OK? Donc, voilà pour la partie écrite. Pour la partie orale, je vous conseille, moi, d'aller sur YouTube et de vous abonner à certaines chaînes YouTube. Et notamment, les chaînes les plus intéressantes, c'est par exemple France Inter. C'est par exemple, où est-ce qu'ils sont les autres? France Culture. Okay, ce sont des chaînes très, très intéressantes. Et vous avez la possibilité systématiquement, donc vous voyez, moi là je suis abonné, mais bon, je vais me désabonner. Voilà, se désabonner. Donc, vous, quand vous arrivez sur France Culture, c'est comme ça. Donc, vous faites s'abonner et ensuite, vous cliquez sur la petite cloche et vous choisissez toutes. OK? Ça va vous permettre, vous, de recevoir une notification à chaque coup que France Culture met un nouvel article. Vous allez recevoir un petit message vous disant France Culture a mis tel article sur tel sujet. Et là, comme avec le journal tout à l'heure, vous allez à droite, vous voyez, du menu, vous avez une petite loupe. Donc, vous cliquez sur la petite loupe, je fais éducation et je vais avoir tous les articles de France Culture en relation avec l'éducation. OK? Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter un article tous les jours et de lire un article tous les jours pour vous entraîner à lire et à écouter. OK? Je vous donne un dernier, on arrête là après, je vous donne un dernier petit conseil. Alors, je ne sais pas si vous le savez, c'est gratuit. Vous avez Microsoft365.com
qui vous offre la possibilité donc d'utiliser le traitement de texte gratuitement. Et vous avez une nouvelle option qui est proposée dans ce document-là. C'est donc vous faites document, donc ça ouvre un document. Voilà. Et vous avez l'option, vous voyez, donc là vous avez dicter en haut à droite là. Et quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez, alors attendez, il est en train d'ouvrir là, voilà. Vous avez transcrire. Vous cliquez sur transcrire. Il vous propose de charger un fichier audio. Je clique pour ouvrir un fichier audio. On va prendre un fichier audio au hasard. Bureau, vidéo. Voilà. Alors là, ce sont des fichiers vidéo. Hop. On va prendre un petit pour que ça aille vite. Voilà. Donc là, il est en train de m'ouvrir le fichier audio. Voilà. Ajouter au document, texte uniquement. Voilà. Bon, là, c'est un fichier très, très court. Hein. Il me met la transcription complète du document audio. C'est-à-dire qu'il m'écrit tout ce qui est dit dans le document audio. Donc, ça vous permet, vous, d'avoir le son et la transcription. Donc, si vous avez des difficultés à comprendre les textes, ça vous permet de lire en même temps que vous écoutez. Et donc, éventuellement, comprendre des mots que vous n'aviez pas compris à l'oral. OK? Donc là, je vous ai mis évidemment. Alors, vous voyez, quelquefois, il se trompe un petit peu parce que bon, je connais le document. Il ne dit pas pour les jeunes, la francophonie à travers le monde, soyez fiables. Il dit soyez fiers. D'accord? La fierté. Donc, il y a quelques erreurs de temps en temps, mais généralement, c'est très, très bien fait. OK? Donc, travaillez régulièrement, écoutez. J'ai toujours tendance à dire aux élèves, ça ne sert à rien de travailler 4 heures le samedi si vous ne faites rien de la semaine. 80% de ce que vous allez avoir fait le samedi, vous l'aurez oublié le samedi suivant. Travailler un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, c'est bien plus efficace que travailler 4 heures le week-end. OK? Alors, je ne sais pas où vous habitez, peut-être que vous prenez les transports en commun, peut-être que vous prenez, pendant que vous êtes dans les transports en commun, hop, casque, podcast France Info ou France Culture, et j'écoute un document. C'est gratuit, profitez-en. OK? Mais habituez-vous systématiquement dans les transports en commun, etc., pendant que vous faites du sport, à écouter du français. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. OK? Régularité, c'est quand même le plus important. Voilà, j'arrête là, je vous laisse. Je vais redémarrer sur autre chose. Je n'ai pas fini ma journée. Je vais démarrer sur autre chose. Je vous remercie d'abord. Pas de questions rapides? Non, on vous remercie beaucoup Non. pour votre conseil. Alors, je regarde quand même si je n'ai pas oublié, si j'ai oublié personne pour envoyer les documents. Donc, apparemment, Salah n'est pas là. Non. Là, j'ai du mal. Alors, je ne sais pas si c'est Ionella. Ionella n'a pas l'air d'être là. Non. Alejandro. Je n'ai pas vu d'Alejandro espagnol. Non. Et Valeria n'est pas là non plus. Voilà. Donc, ces 4 personnes-là ne reçoivent pas de documents. Vous allez le recevoir, peut-être pas ce soir, je vais peut-être pas avoir le temps, mais vous le recevrez demain matin par mail
avec tous les renseignements, toutes les informations. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et peut-être à bientôt. Au revoir. Merci. Merci Au aussi. Au revoir. Un vrai Au revoir. merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.